Merci Mathieu, et puis merci à l'équipe du Luge d'organiser ces présentations et ces événements. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une présentation qui se pratico-pratique d'un algorithme de décimation qu'on a mis en œuvre à Biologique qui a permis d'améliorer les performances de nos applications, notamment lorsqu'on cherche à manipuler une grande quantité de données à pousser dans des graphes LabVIEW. Hop, alors, donc moi, je m'appelle Loïc Valébert, je suis ingénieur test-et-mesure et développeur LabVIEW depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je vais faire cette présentation seul. Cette fois, je ne serai pas accompagné de mon camarade Maxime Renaud, mais il est dans le chat et normalement, il pourra répondre en partie à des questions qui pourraient être posées en live si le format de chat le permet. En 20-25 minutes, je vais essayer d'exposer le contexte qui nous a amené à travailler sur cet algorithme de décimation, essayer d'expliquer de manière pédagogique le principe, de faire une démonstration pour voir en termes de l'abuse ce que ça peut donner en termes de performance et d'ouvrir sur un cas spécifique qui permettra probablement d'ouvrir Tu une m'entends, Benjamin? discussion. Ou toujours? Moi, je t'entends toujours pas, hein. Euh, je pense Alors, que il y a des micros ouverts. je crois que Nicolas est en train de sévir et de couper les micros qui seraient restés ouverts. Ok, pas de souci. Donc, l'idée du cas spécifique, c'est d'ouvrir une discussion, notamment dans le cadre d'un échange de questions-réponses, si le temps le permet. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de mon travail à Biologique, qui est une société française qui est basée à Cessiné-Parisé à côté de Grenoble, dont la R&D et la production se situent en France. Nous avons une présence à l'international à travers de nos partenaires distributeurs et de nos filiales. Et nous sommes une société qui développons des instruments de mesure ultra précis à destination de la recherche de l'académie et des industriels, notamment des analyseurs d'impédance, des microscopes électrochimiques, des cycleurs de batterie, potentiostat, galvanostat et spectromètres. Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin. Si ces sujets-là vous intéressent, vous pouvez revenir vers moi ou trouver assez facilement la page de Biologique sur LinkedIn et sur Internet. Cette présentation, elle se fait dans le cadre de notre activité qui est développer des applications en support qui permettent de faciliter le développement de ces produits. Et nous nous sommes confrontés à une problématique de performance de nos applications lorsqu'on manipule un grand nombre de données et que l'on cherche à les pousser dans des graphes LabVIEW. Les graphes LabVIEW, c'est pas forcément les objets les plus performants, ils sont assez gourmands en affichage. Il peut y avoir plusieurs éléments qui peuvent impacter d'autant plus ces performances. J'essaie de taper assez large pour que tout le monde puisse essayer de s'y retrouver au niveau de ces problématiques. On peut être confronté à une grande quantité de données via une grande quantité de voies d'acquisition, de grandeur à manipuler, de fréquences d'échantillonnage élevées ou de problématiques plutôt liées au matériel mis en œuvre. Euh, le contexte très précis où on a rencontré cette problématique, c'était 32 voies d'acquisition, chacune remontant une quinzaine de grandeurs physiques à 1 kg échantillon par seconde, avec comme enjeu de pouvoir afficher ces données en continu et en direct, et surtout de perdre le moins possible, de moins d'informations possible, de restituer une information la plus fidèle possible aux utilisateurs. Donc ça, c'était nos problématiques. Nous avons travaillé sur tout un tas de leviers pour améliorer les performances de notre application, que ce soit l'accès aux mémoires, le format des données, le partage de la donnée, l'optimisation des algorithmes de calcul. Et malgré tout, nous avons rencontré des difficultés à aller beaucoup plus loin. Un levier qui nous restait à exploiter, une fois tous les autres actionnés, a été de finalement regarder les données affichées à l'écran. L'enjeu, finalement, c'est d'afficher une donnée qui est fidèle à nos utilisateurs avec le moins de points possible, hein. No spoil, l'idée, c'est que si mon signal d'origine est constitué de plusieurs centaines de milliers de points, l'idée, c'est qu'à la fin, il ne soit constitué plus que de quelques milliers. Euh, pour ce faire, on a eu une approche par itération, en mode d'abord une discrétisation linéaire. Qu'est-ce qui se passe si je prends un point sur n? Donc, à travers un exemple très simple, je vais essayer de montrer pourquoi en fait cette solution-là n'a pas fonctionné et pourquoi régulièrement sur le forum on peut trouver que ce genre de solution ne fonctionne pas pour tout le monde.
Dans le cas de ce signal, si je décide d'en prélever que 1 sur 2 et d'afficher que 1 point sur 2, nous avons déjà une déformation du signal. Et si malgré tout les performances ne sont pas satisfaisantes, on pourrait tenter de prélever encore moins de points jusqu'à finalement vraiment trop modifier le signal d'origine et être confronté à des problématiques de traitement du signal. Nous sommes, avant d'être un développeur LabVIEW, je suis quelqu'un qui fait de la mesure et je suis forcément sensibilisé au problème de sous-échantillonnage, le respect du théorème de Shannon-Nyquist. Il y a tout ce vocabulaire, je pense que ça parle à un grand nombre de personnes ici. Donc, si une approche préliminaire comme celle-ci ne fonctionne pas, comment on peut faire pour choisir les données à afficher et finalement rejeter celles qui ne sont pas pertinentes à l'affichage? Pour illustrer la démarche ou pour illustrer le nouvel angle d'approche que nous avons abordé, je vais prendre le cas d'un signal un peu plus complexe qui dispose d'un peu plus d'informations et de se demander qu'est-ce qui se passe lorsque l'on observe ce signal à travers notre écran affiché dans notre graphe. Finalement, à travers l'écran, nous, ce qu'on observe, c'est une matrice de pixels. Et nous ne pouvons pas discerner un élément plus petit que le pixel. Ici, ce que je cherche à mettre en avant, c'est que je vais avoir une quantité de points à afficher dans un pixel qui est supérieure à ce que je suis capable de discerner. Et tous ces points, ils vont occuper de l'espace mémoire, ils vont occuper du temps de calcul, que ce soit ma carte graphique ou mon CPU, ces données vont être traitées alors qu'elles ne m'apportent rien, elles n'apportent rien à mon utilisateur, au moins à l'écran, jusqu'à ce qu'il décide de zoomer. Ce que mon utilisateur va voir à l'écran de ce signal-là qui n'est pas traité, c'est finalement la forme générale du signal et les milliers de points qui se superposent, il ne les verra pas. Lorsque, avec Maxime, on a préparé cette présentation, nous avons aussi approfondi le sujet via quelques recherches et sommes tombés sur un document que l'on peut trouver sur le site de National Instruments qui traite des problématiques de gestion de la mémoire pour des grands ensembles de données. Il explique assez bien le contexte qui nous a amené à avoir des problèmes. Le défaut de ce document, c'est que il n'explique pas forcément très bien la méthode qui permet de sélectionner les données utiles. Donc c'est là-dessus que je vais essayer d'aller un peu plus loin que ce document dans cette présentation. Alors, je fais une petite aparté, notamment l'intérêt de ce format du document, c'est que les liens sont a priori cliquables, enfin dans le mode de partage de cette présentation. A priori, vous devriez pouvoir accéder à ce document-là. Sinon, je pense que Maxime le mettra dans le chat. Donc, tout l'enjeu, il est comment construire un algorithme qui permette finalement d'extraire que les données utiles affichées à l'écran. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Cette fois, je vais avoir besoin de travailler sur un signal, un vrai signal, un peu plus réel. Le cas d'exemple pour les prochaines slides, ce sera un sinus qui va être où on va afficher une période avec 100 000 points dedans, que l'on va pousser dans un graphe qui fait 851 pixels. Une hypothèse que l'on peut faire sur ce signal, c'est qu'il a été acquis avec une fréquence d'échantillonnage constante et donc dispose d'un delta X constant. Moi, j'en déduis que j'ai une dispersion de pixels, j'ai une dispersion du nombre de points par pixel qui va être homogène tout le long de l'axe dx. Si je décide de découper 851 bandes verticales de mon graphe, chacune de ces bandes, a priori, devrait être constituée de 117 pixels, 117 points. La question, c'est comment est-ce que je fais pour réduire ces 117 points à seulement le strict nécessaire. L'objectif de l'algo, dans ce cas précis, il est de réduire, passer de 100 000 points à 1702 et de finalement, pour chaque banque de pixels, donc parmi les 851, ne représenter que 2 points. Pour ce faire, 2 étapes. La première, c'est comment récupérer la forme de mon signal. Si j'arrive à récupérer cette forme-là, la deuxième étape, elle va être comment est-ce que je vais le remplir à moindre frais. Pour ce faire, je vais zoomer dans mon graphique jusqu'à atteindre l'équivalent de une ou deux bandes, donc 1 ou 2 pixels. Suivant les signaux, on peut aller plus ou moins loin et plus ou moins profondément pour en arriver au point où je récupère effectivement environ 117 points par bande de pixels visibles. L'algorithme de décimation min-max, le principe, c'est de ne garder que le plus petit élément et le plus grand pour chaque pixel, ce qui va me permettre de récupérer la forme de mon signal.
Et si je décide de relier ces points entre eux, en dézoomant, je vais mimer ou je vais donner l'illusion d'avoir un signal qui est rempli, enfin qui est dense et qui est rempli de points. Donc petit à petit, lorsqu'on va dézoomer après avoir récupéré que le minimax pour chacune des bandes en pixels, petit à petit, on voit déjà l'illusion apparaître de mon signal est de plus en plus rempli. Et finalement, peut-on se demander, est-ce que, là, clairement, je peux questionner l'auditoire, est-ce que vous avez la sensation que j'ai perdu de l'information ou que mon signal est distordu ou qu'il y a un problème? Euh, bon, nous, à Biologique, ce résultat-là nous a parfaitement convenu dans ce cas d'usage, mais pour l'exercice, on peut quand même effectuer une comparaison de ces deux graphes. La comparaison, elle montre que j'ai de légères différences au niveau de la forme de mon signal en bordure, qui reste complètement acceptable pour l'usage qu'on a eu à Biologique, d'autant plus que nous sommes très sensibles aux spikes, enfin aux pics et aux artefacts, aux aberrations qu'il pourrait y avoir dans nos données. Le fait de ne récupérer que les éléments minimaux et maximaux de chaque pixel permet de se garantir que nous n'allons pas perdre un point perdu dans la masse. Un point aberrant perdu dans la masse. Une autre explication, hein, ça c'est pour se garantir une limitation des problèmes que l'on pourrait avoir. Et pour aller un peu plus loin dans l'explication du phénomène, pourquoi j'ai quelques modifications en bordure, cela vient principalement de quel agencement on fait entre le point min d'abord, le point max ensuite, et la manière dont on décide de relier les points. Point à point, la forme du signal est en principe conservée. En termes de code, alors je vais essayer de vous présenter, hop là, je vais essayer de vous présenter le résultat des travaux que nous avons eus. Donc nous avons packagé un ensemble de fonctions dans une librairie qui peuvent traiter différents types de données. Nous travaillons pour l'instant principalement sur des doubles et avons envisagé de travailler sur des données XY, des waveforms et des tableaux, juste une concaténation de tableaux 1D. L'idée, c'est que ce soit via de l'acquisition, de lecture d'un fichier ou une génération, obtenir des données, les donner à manger à l'algorithme de décimation, regarder la performance de calcul, parce que l'enjeu, ce n'est pas de rajouter du temps de calcul qui finalement ralentit les performances, enfin dégrade les performances de mon application, et de regarder l'impact que ça a sur le temps d'affichage du graphe. Donc, un cas tout simple sur une courbe à 100 000 points pour un sinus. Alors là, en l'occurrence, le sinus, on va le modéliser comme ça. L'intérêt d'un algorithme de décimation est plutôt négligeable. Nous avons un temps de calcul à 2 millisecondes et un temps d'affichage proche de 0. Nous n'y gagnons pas beaucoup par rapport à un affichage brut. En revanche, lorsqu'on va commencer à multiplier soit le nombre de courbes, soit augmenter la quantité de points affichés, nous allons consommer 8 millisecondes de calcul et gagner environ, du coup, 30 millisecondes d'affichage des données. Ça multiplié par une grande quantité de graphiques qui tournent, sans compter le fait que les graphiques sont gérés dans le traduit, économiser du temps au traduit lorsqu'on a beaucoup d'IHM, beaucoup de graphiques et beaucoup d'interactions, c'est assez précieux. Nous étions relativement satisfaits de l'implémentation, tout du moins ça a vraiment augmenté les performances de nos applications. On peut s'amuser à regarder sur d'autres signaux ce que ça peut représenter. L'intérêt de cet exemple, il est aussi de zoomer. Lorsque l'on zoome, on voit bien la décimation des données. Hop, je vais reprendre mon graphique ici. On voit bien que nous affichons des données décimées. Et là, j'aurais beau zoomer, j'ai effectivement une densité de points par pixel qui est très 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 élevée. Donc ça, c'était pour un tableau 2D. Nous avons un algorithme du coup similaire pour le traitement de tableaux de waveform. Hop, je vais rajouter un point de plus. Où on va aussi observer une décimation des données. L'enjeu sur un tableau de waveform, il va être aussi de recalculer le delta t. Nous avons besoin de recalculer cet intervalle de temps entre deux points. Nous pouvons traiter effectivement, entre autres aussi, des données en XY. L'ensemble de l'algorithme, enfin tous les algorithmes se basent sur la décimation. Parce qu'on il est là-bas. Hop, sur la décimation d'un tableau.
Donc on a une fonction principale qui s'occupe de récupérer la valeur min et la valeur max par paquet de points qui sont calculés à partir de la taille de notre graphique et du nombre de points à traiter. Et derrière, que ce soit sur du XY, du 2D, du waveform, c'est juste une surcouche. Dans le cas d'un XY, il va falloir traiter et le X et le Y, ce qui implique des temps de calcul plus longs. Sur le tableau 2D, il faut juste parcourir tous nos tableaux, les uns après les autres. Et voilà, comme je disais précédemment, sur un graphe XY, l'enjeu, il va être de recalculer le T0 puis de décimer nos données. On a eu des performances qui étaient relativement satisfaisantes. Enfin, on est passé d'une application qui ne répondait juste pas du tout, enfin pas avant quelques secondes, à une application qui répondait au clic en quelques dizaines de millisecondes. Nous sommes assez satisfaits de ce format-là. Néanmoins, on ne traite pas tous les types de données. C'est-à-dire que là, on s'est contenté de doubles. Il faudrait envisager de travailler sur des singles, des entiers signés ou non. On va le voir, traiter des cas plus spécifiques. Alors, je vais essayer de reprendre la main sur la présentation. Normalement, vous avez perdu l'écran. C'était le défaut de ce mode de présentation. Le temps que je recharge, est-ce que Mathieu, il y a des questions déjà à ce niveau-là? Alors, j'en ai noté une première de Cyril qui demande si les graphes de Eni ont déjà un algo de décimation à l'affichage, d'où vient le gain de temps? Du fait qu'on envoie moins de points dans le graphe, ou l'algo de Eni n'est juste pas aussi performant que le vôtre? Alors, je ne sais pas si tu auras la réponse à cette question. Alors, c'est vrai que j'avais prévu de faire un disclaimer au tout début de ma présentation, j'ai un peu oublié. Comme ça se veut pratico-pratique, le parti pris il est aussi lié au fait que nous ne sommes pas des grands théoriciens du rendu graphique ou du traitement qui se cache derrière. Dans les faits, je ne saurais pas te dire comment fonctionne le graphe de Eni et s'il est déjà décimé. Ce que je sais, c'est que on peut, enfin, a priori, ça fait des choses. Enfin, le graphe de Eni sait faire des choses. J'ai notamment fait attention à décocher les options d'anti-repliement. J'ai également fait attention à la modélisation des points dans le graphe, de ne pas afficher des carrés ou ce genre de choses, parce que je sais que ça fait exploser la mémoire allouée. Par contre, non, effectivement, dans le détail, l'expérience tient plus d'un constat que de la théorie que j'ai pu récupérer de National Instruments. Ok, ce que j'avais pas vu, c'était la réponse de Maxime également, enfin qui faisait un élément de réponse. Mais voilà, ok. Et good go pour la démo. Voilà. J'ai pas vu d'autres questions. Voilà. Très bien. Je vais pouvoir avancer un tout petit peu, revenir sur des slides qui sont plus forcément une illustration de données, mais plus à titre pour la discussion. On a eu des cas plus compliqués que une décimation, le cas de signaux dont la distribution de la densité de pixels est uniforme sur l'axe des X. Donc autrement dit, on a eu des cas où nous avons eu à manipuler dans le même graphe des signaux avec des intervalles en X variables, avec des delta X variables. Nous avons des cas où nous faisons une première acquisition d'un signal à la milliseconde et puis dans la foulée, des acquisitions d'un signal peut-être à 10 millisecondes en fréquence d'échantillonnage et ainsi de suite, avec comme enjeu comment est-ce qu'on décime ça, notamment sur les transitions. Parce que lorsque l'on passe d'un signal à une certaine fréquence d'échantillonnage à un autre, on peut supposer que le process qu'il y a derrière a lui aussi. Dans notre cas, la montée, par exemple, en palier pouvait être amenée à avoir des pics, des overshoots, des rebonds. Et ces données-là ne devaient absolument pas être distordues, modifiées ou biaisées d'une quelconque façon. Voilà. Il fallait absolument pas biaiser les transitions et donc finalement découper les points comme on le faisait simplement avec l'algorithme de décimation présenté. Ça introduisait des biais et il a fallu développer pour ce cas-là une variante de l'algorithme sur mesure. Cette variante, elle vous permet de recalculer pour chaque signal
si son delta T a changé, de façon à récupérer des paquets de points, non plus 117 par 117, mais des paquets de points à taille variable éventuellement, pour récupérer le min-max et afficher ça. De compromis à cette méthode, on rajoute du calcul en temps réel de nos données et on surcharge momentanément, enfin on surcharge en partie certaines bandes en pixels avec plus de 2 points par pixel. Alors on conservera quelque chose comme 2000 points affichés dans le graphe par rapport à des centaines de milliers, mais c'est à noter. Et ce qui est en fait particulièrement problématique, enfin ce qui est particulièrement intéressant avec cette méthode, avec ce cas-là, c'est que on n'aura pas de librairie parfaite et absolue qui réponde aux problématiques de tout le monde, que ce soit en termes de quantité de données à manipuler ou que ce soit sur la manière de les décimer et la manière de récupérer les points importants à afficher à l'écran. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui nous intéressait avec Maxime, avec cette démarche et cette méthode, c'est justement la méthode. Et de se dire que sans rentrer dans la grande théorie du traitement du signal ou du rendu graphique, on peut vraiment obtenir de bons résultats et sans même forcément être un réputé et connu expert de code pour l'écriture de code particulièrement efficace, ce qui n'est évidemment pas mon cas. Ici, pour ce cas précis, voilà, il a fallu faire un compromis à cette méthode. Et ça permet d'ouvrir la discussion sur les problématiques que peuvent avoir les gens à ce niveau-là. Est-ce que, voilà, s'il y a des gens qui s'y retrouvent dans cette situation-là, à se dire, bah, j'ai activé tous les leviers possibles, mais mon application a quand même des latences, notamment sur les interactions d'IHL. d'IHM, moi, ça m'intéresse qu'on en discute. Derrière, ma prochaine slide, c'est communiquer les liens vers les liens pour le groupe du LUGE, vers le support ENI ou le code source. Donc on peut en discuter dès à présent. Je pense que je dois être à peu près bien sur le timing. Tout du moins, je dois pas être en retard. C'est au top. Loïc, comme toujours. J'en déduis que tu en as à peu près fini avec ça. Alors, il y a derrière, c'est vous donner les liens, c'est vous faire un peu de pub au LUGE. Il n'y a pas de... Ça marche. J'ai aperçu Jean-Philippe qui levait la main. Peut-être ouvre ton micro, Jean-Philippe, c'est parti. Merci. Je voulais juste savoir si vous aviez aussi exploré les références également dans la démarche. Il me semble me souvenir, mais alors ma mémoire là, pour le coup, n'est plus très bonne. Il me semble qu'en faisant des choses par référence sur les graphes, on avait moyen d'obtenir de bons résultats également. Alors, je sais pas. Là, ce que vous avez fait, c'est super. Hein. Ça, aucun problème. Je me demandais si vous aviez exploré aussi d'autres solutions et éventuellement comparer les performances qu'on pouvait avoir. Alors, moi, je suis un utilisateur assez régulier de DVR, parce que j'imagine que derrière référence, tu parles de DVR. Que ce soit sur la manière de bufferiser les données, de les partager ou d'y accéder. Historiquement, on a du code qui manipule des FIFO à un élément ou du DDVR. Ça fait partie des leviers qu'on a pu actionner pour améliorer les performances d'accès en écriture et lecture à des espaces mémoire et partager l'information. Lorsqu'on en est arrivé à travailler sur la décimation des points, c'est que en fait, ce levier avait déjà été activé. Donc oui, effectivement, travailler avec des in-place structures pour manipuler des tableaux ou travailler avec des DVR, ça peut être un levier à activer avant de se préoccuper d'un algorithme de décimation. On risque de se lancer dans quelque chose d'assez fastidieux. Ça nous a aidé. Ça n'a pas permis de répondre à l'ensemble, enfin complètement à la problématique. Là, je me positionne encore après dans le cadre de cette présentation. Et merci pour le compliment sur la présentation. Je n'ai pas relevé d'autres questions. Est-ce qu'il y en a qui arriveraient là comme ça ou déboutées? Je rejoins ton commentaire, Mathieu. Nous, ce qui nous a vraiment beaucoup importé avec Maxime, c'est le principe et la méthode. Comme je le disais, là, j'ai présenté un cas de signal avec des delta T invariants, malgré tout traitables.
on a encore des cas de signaux où l'acquisition est conditionnée et sur un delta t variable et sur une variation en y et sur d'autres choses. Et là, on peut aller très très loin dans la manière de traiter les données. C'est pour ça que je pense qu'on ne pourra jamais proposer d'algorithme ultime pour cette problématique. J'ai une petite question pour toi, Loïc. Là, du coup, on a vu les temps de traitement, surtout sur le côté affichage. Est-ce que, par exemple, si tu imagines capter l'événement du zoom dans ton graphe et recalculer les points pour que la partie zoomée soit décimée une nouvelle fois pour qu'on évite de voir justement euh, les points que tu as retirés, Alors, est-ce que c'est suffisamment performant pour qu'on puisse se permettre ce genre de... Alors j'apprécie la perche tendue parce que c'est quelque chose où j'ai pris volontairement le parti pris de ne pas le traiter. Les événements et l'affichage des données dans la structure, et l'affichage de ces données, ça me permettra alors je réponds à ta question, ça me permettra de parler de si on cherche à zoomer dans un graphique qui est déjà décimé, comment on fait? Et quelles sont les précautions à prendre sur la configuration du graphique? Très honnêtement, les performances de la détection, est-ce que j'affiche, est-ce que j'affiche pas, j'avoue, j'y ai pas pensé. Donc, je vais le tester et je vais voir ce que ça peut donner. Après, du coup, on a eu à jouer avec la configuration du graphique sur l'autoscale ou pas, et sur lorsque je cherche à utiliser les fonctions de zoom de mon graphe, comment je fais. On est tombé sur des cas je ne saurais même pas trop comment le dire, de boucle infinie où lorsque je cherche à décimer les données, après avoir zoomé, bah, du coup, l'événement d'autoscale est activé et du coup, il se remet à jour et du coup, on repasse dans la boucle qui décime et ainsi de suite. Et crise d'épilepsie, tout le monde est malade quand il regarde le graphe. Donc, quelque chose qu'effectivement, j'ai pas mentionné, c'est que dans le cas d'un affichage en continu des données, l'autoscale est désactivé. Ça veut dire aussi que c'est à nous de gérer toutes les fonctionnalités de zoom et de détection des événements. Alors, j'ai un bout de code exemple qui doit traîner derrière, où c'est à nous de repositionner l'échelle en min, l'échelle en max, de façon à pas faire clignoter notre graphe. C'est des choses à traiter. Et je note ta remarque. Est-ce que on pourrait être plus performant en affichant, en interceptant l'événement et en affichant que lorsque c'est pertinent d'afficher les données? Je teste et puis je commenterai, je te ferai des retours. Juste en complément, déjà bravo Loïc pour la présentation. Et effectivement, on avait travaillé dessus ensemble avec Loïc sur cet algo. Par rapport aux performances, je pense que tout le monde l'a vécu du graphe. On commence à mettre beaucoup de points. On a laissé les carrés affichés par défaut. Pour ça qu'en termes de mémoire, c'est juste énorme le nombre d'affichages qui sont faits. Et si vous mettez 15 courbes affichées en même temps avec un historique assez important, vous avez votre PC qui commence à ralentir. Bon, il y a deux choses à faire, effectivement, c'est séparer la donnée de ce qui est affiché. Ça, c'est un premier point important pour la gestion. Donc, avoir son buffer tournant qui n'est pas géré dans le graphe. Cependant, quand on lui balance 5 millions de points à son graphe, le graphe, il va créer son propre buffer de données. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, si on ne le dessine pas, on a arrêté l'application, on est encore en développement, on peut zoomer dedans et les données, elles sont bien là. Mais là, dans le cas de ce qui nous intéressait, nous, c'était effectivement gagner purement en performance et du coup en allouant moins de mémoire à nos graphiques. En décimant, c'est vraiment intéressant. Et on a eu l'expérience en interne où des gens l'ont implémenté dans d'autres logiciels où justement ils faisaient de la décimation pour accélérer les performances, mais ils géraient pas le min-max comme il faut. Et du coup, si on prend un point sur 10, on se masque 90% des phénomènes physiques qui se passent. Donc c'était l'intérêt de l'algo. Et puis on partagera le code bien volontiers. N'hésitez pas à regarder et à le récupérer. Dans ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, c'était pas forcément très courant. On a redécouvert la doc Eni en préparant la présentation. On a retombé dessus qui pour moi explique ce qu'il faut implémenter. Et je pense que si Eni l'a pas implémenté, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y aura pas de solution générique ultime et que du coup, c'est pour ça qu'on a présenter le principe qu'on a mis en œuvre.
Et on partagera, voilà, en partageant la méthode qu'on a mis en œuvre, soit ça vous correspond, soit vous pouvez l'adapter pour vous. Mais c'est assez efficace. La contrainte, c'est d'implémenter effectivement la gestion des zooms du graphe et puis de se dire si finalement j'ai moins de points que le nombre de pixels de mon graphe, bah, ça sert plus à rien de Oui. décimer. J'affiche Tout à que fait. la portion de données qui m'intéresse. Mais voilà, on partagera volontiers. Et même sur l'optimisation des performances, pareil, vous verrez dans le code, si vous regardez, il y a des choses sur la parallélisation des boucles ou des choses comme ça. Tout est discutable et trop parallélisé, on peut avoir des drawbacks en performance quand on commence à l'avoir plein d'instances différentes de ça. Pour vous donner une idée, effectivement, on a sur nos systèmes 32 voies, en fait, on a 32 services qui tournent en parallèle en fait, dans l'application, qui va chacun gérer son buffer de données avec n grandeur par voie physique, qui peuvent être affichés dans différents graphes, etc. On ne peut pas afficher tous les graphes en même temps, mais ça fait beaucoup de mémoire allouée et du coup, à force de paralléliser, on libère le temps de calcul sur la partie graphique, mais on surcharge le CPU juste en calcul de décimation. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver sur les performances. Voilà, faut faire un petit peu, faut jouer avec. On est preneur de retour aussi sur le code. Si vous en faites une utilisation, les retours sont bienvenus. Je me permets juste de me faire le relais d'une remarque que faisait Nicolas tout à l'heure sur le code de benchmark que tu as affiché il y a un instant, Loïc. On se posait la question de savoir si, enfin, Nicolas soulevait la question de dire est-ce que le fait d'avoir les structures séquences qui te permettent effectivement d'avoir l'ordre dans lequel tu vas prendre tes références de temps récupérées, typiquement avec celui qui est au-dessus, qui est en parallèle, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on risque quelque part de fausser la mesure, bon, sachant que ça doit passer relativement vite. Alors, je on retiens s'est fait séquentiel. surprendre. Alors, c'est testable. Très honnêtement, ce bout de code avec les mesures a été fait à 14h30 tout à l'heure. Et on s'est déjà fait surprendre avec Maxime sur sur la mesure, si elle est faite, il a décidé de passer par en dessous, admettons, entre comme ça et traverser la structure. Lorsqu'on traverse la structure, on a des affichages qui sont relativement proches de la réalité. Câblé tel que je viens de le faire, ça multiplie par quoi tout à l'heure, Maxime, 4 ou 5 fois la mesure? Oui, Enfin, vous allez voir, c'est très rigolo. J'ai pas tout compris, pour être honnête. Voilà, là il me dit voilà, il y a une demi-seconde et si on revient sur le code ici, il nous affiche des perfs. Pas sûr d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Effectivement, l'accès concurrentiel, enfin si on laisse au CPU le temps de traiter et l'un puis l'autre, effectivement, en fait tout simplement on peut faire ça. Hein. Oui. En fait, sur le bench, on a fait le test. Effectivement, on a préparé la présentation dans un temps assez court. Et quand on a voulu refaire des benches aujourd'hui, on s'est rendu compte de mesures un petit peu étonnantes. En particulier, si on faisait passer la donnée sur l'extérieur de la structure, la flat séquence. Donc, ça nous donne encore plus envie d'utiliser. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que dans notre appli, on a intégré cette décimation a posteriori dans notre appli parce qu'on avait notre appli qui ralentissait énormément à cause du réduit avec les graphes. Le truc classique, hein, vous avez votre appli qui ralentit énormément, puis vous la masquez, vous la réduisez, et là, elle tourne à pleine bourre parce qu'elle n'a plus rien à dessiner. C'est le truc classique, voire même vous déplacez la fenêtre en mettant le graphique en dehors de la zone visible et vous pouvez gagner en performance. Donc là, c'est que vous avez votre réduit qui est à la rue, en fait. Et dans notre appli, effectivement, on a fait des benches et on s'est rendu compte que grâce à la décimation, on revenait avec des temps raisonnables de rafraîchissement, alors qu'avant, on subissait le temps de rafraîchissement avec un truc qui commençait à laguer, etc., donc qui devenait plus humain. Sur la mesure des temps de rafraîchissement, c'est pas évident. Le run continuously est pas tout à fait la même chose que le mettre dans une boucle while, le mettre dans un subpanel, le mettre dans un subpanel lui-même dans un subpanel. Enfin voilà. La mesure des performances du réduit est toujours un défi en LabVIEW. Ouais, le tout, c'est d'avoir quelque chose de comparable. Voilà, exactement. Une fois, la méthode. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Probablement tout pour nous.